Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, bon, aujourd'hui, donc, on va essayer d'entamer le dernier chapitre donc, du module qui porte sur donc, les mécanismes de base des systèmes d'exploitation et qui sera surtout orienté système d'interruption. Donc, il y a une bonne partie sur les systèmes d'interruption. Donc, on va parler de la notion de commutation de contexte donc, dans les systèmes multi, dans les systèmes, ce qu'on a vu un petit peu, donc les systèmes multiprogrammés, les systèmes temps partagé et tout. Donc, on va voir la notion de commutation de contexte. Et, par la suite, on va aborder la partie sur les systèmes d'interruption. Bon, je dirais donc la partie système d'interruption, donc c'est plus l'aspect logiciel donc des systèmes d'interruption. Donc, je ne vais pas m'intéresser à la partie matérielle, mais surtout à l'aspect logiciel. Donc, on verra les différents types donc, d'interruptions, comment sont gérées les interruptions au niveau du système et, euh, et le traitement des interruptions. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas comment est envoyé le signal, mais surtout quand je reçois le signal, comment je traite le signal reçu au niveau du système. Donc, en termes d'exécution des routines d'interruption. Donc là, on verra donc les différents types d'interruptions. Donc, on a ce qu'on appelle bon, les interruptions matérielles, donc c'est connu, mais on verra aussi des interruptions logicielles telles que les déroutements et les appels SVC. Voilà donc en gros ce qu'il y a au niveau de ce chapitre. Donc pour aujourd'hui, je pense on fera une séance ou une séance et demie de cours. Donc j'aimerais donc qu'on termine ce chapitre-là. Et on fera, bon, il nous restera par la suite 2 semaines, donc les 2 dernières semaines, on essaiera donc de traiter la série de TD sur les interruptions. Voilà donc ce que je pense faire. Donc si on arrive à terminer le chapitre aujourd'hui, tant mieux. Sinon, bon, je prendrai peut-être une petite partie donc, de la séance la semaine prochaine et je continuerai donc le reste des séances pour faire la série de TD. D'accord, voilà en gros donc, le programme, je dirais, donc des séances qui nous restent. Alors, vous avez le partage des slides. Très bien. Alors, donc on va commencer par la notion de processus et notion de multiprogrammation. Bon, on a vu dans le chapitre précédent, donc je dirais en long et en large, la gestion des processus dans les systèmes. Donc, on a vu donc des notions théoriques. Donc, j'ai présenté quelques notions théoriques sur la gestion des processus. C'est quoi un processus, les informations d'un processus, comment est géré un processus dans un système. On avait aussi un autre volet, c'est le volet pratique, donc où on a appris à manipuler donc des processus avec les primitives du langage C, à créer des processus, à synchroniser des processus, manipuler aussi les signaux donc entre processus, un échange de signaux entre processus. Donc tout ça, ça a été fait. Là, on va essayer de revoir et faire le lien avec la notion de multiprogrammation. J'ai déjà introduit la notion de multiprogrammation dans le chapitre 1. C'était pour expliquer l'évolution des systèmes d'exploitation. Bon, maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe quand on a un environnement multiprogrammé en termes d'exécution des processus. Et je me focaliserai essentiellement sur la partie de gestion du contexte et de commutation du contexte quand on bascule d'un programme à un autre. C'est un peu le même mécanisme qui est appliqué donc, dans les systèmes d'interruption, parce que quand vous avez interruption, et ça je suppose vous l'avez déjà fait dans le module d'archi. Quand vous avez un programme qui est en cours d'exécution et que on reçoit un signal d'interruption, donc ce qui se passe, c'est qu'on sort du programme qui est en cours d'exécution, on exécute une routine, ce qu'on appelle une routine d'interruption, qui, 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 qui donc permet de faire un certain traitement. Donc tout dépend donc du signal d'interruption qui a été reçu. Et dès qu'on termine la routine, généralement, on revient au programme qui a été interrompu. Donc, c'est ce schéma-là
qui en réalité qui est appliquée quand on parle de la notion de multiprogrammation. Sauf que là, ce n'est pas entre un programme et une routine d'interruption, mais entre un programme et un programme. Et ça peut être aussi entre un programme utilisateur et un programme système. Donc, tout dépend du schéma dans lequel nous sommes. Si vous prenez, à titre d'exemple, là, si vous prenez le temps partagé, parce que le temps partagé, c'est un environnement multiprogrammé, ok. Quand un processus dépasse son quantum, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit une interruption horloge. C'est la tâche de contrôle, on appelait ça une tâche de contrôle, c'est la tâche de contrôle numéro 4, si je me rappelle bien. Donc c'est cette interruption, c'est cette tâche de contrôle qui va arrêter le programme. Donc, il va informer le processeur que le programme qui est en exécution, il a consommé son quantum. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on termine, ou là, on suspend l'exécution du programme en cours d'exécution, le processus en cours d'exécution, et on bascule vers un autre programme. Donc là, on est passé d'un programme PX qui était en exécution. Ce programme PX a été interrompu par une routine d'interruption, et de la routine d'interruption, on est allé vers un autre programme PY. Il va lui aussi s'exécuter pendant un certain temps, un certain quantum de temps. Donc, ce qui se passe quand on passe d'un programme ou d'un processus à un autre, c'est ce qu'on appelle une commutation de contexte. Donc, je bascule d'un contexte à un autre contexte. Donc, on va essayer de voir cette notion de contexte, contexte physique, contexte logique, bien que c'est des notions que j'ai déjà abordées dans le chapitre des processus. Alors, je reprends rapidement la définition d'un processus. Donc, un processus, c'est l'instance dynamique d'un programme en cours d'exécution auquel est associé un environnement processeur qui est composé, donc quand on parle d'un environnement processeur, on parle des différents registres qui forment le contexte d'un processus. Et parmi ces registres, donc, nous avons le compteur ordinal, nous avons le registre mot d'état, le PSW, nous avons la pile et nous avons les registres généraux. L'ensemble de ces registres forment le contexte d'un processus ou le contexte du processeur. Alors, on peut dire contexte d'un processus, on peut dire aussi contexte du processeur. Et on verra par la suite la différence entre les deux. D'accord? Donc, ça, c'est l'un des éléments d'un processus. Le deuxième élément, c'est l'espace d'adressage ou l'environnement mémoire. Donc, chaque processus a besoin d'espace mémoire pour qu'il puisse être exécuté. Donc, dans cet espace mémoire, on va mettre son code, on va mettre les données, éventuellement, donc s'il y a des appels de procédure, donc on va mettre la pile. Donc, ça, c'est l'espace d'adressage. Donc, l'espace d'adressage du processus, il est utilisé pour sauvegarder ces éléments-là. Donc, le code, les données, éventuellement la pile et tout ce qui s'ensuit. Donc, ces deux composants, c'est-à-dire l'environnement du processeur, où nous avons l'ensemble des registres, plus l'espace d'adressage du processus, forment donc le contexte d'un processus. D'accord? Nous, on va surtout se focaliser sur la partie registre. D'accord? Parce que la partie gestion mémoire, donc on n'a pas encore vu donc, comment gérer la mémoire pour le cas des processus. Donc, il y a tout un chapitre qui sera fait l'année prochaine donc, pour la gestion de la mémoire. Donc, nous, on va surtout se focaliser sur la partie registre. Donc, le compteur ordinal, le PSW, le registre pile et les registres généraux. Donc, Hadou, c'est les éléments sur lesquels je vais me focaliser. Donc, quand on parle du contexte d'un processus, donc le contexte d'un processus, il représente l'ensemble des informations concernant ce processus durant son exécution. D'accord? Donc, c'est une sorte d'environnement. Il y a un environnement qui est associé à mon processus. Et cet environnement-là, il permet de définir mon processus. Donc, l'environnement, il faut savoir que l'environnement, il change à chaque exécution. Donc, quand un processus il passe d'un état à un autre ou d'une instruction à un autre, son environnement est en train de changer. Parce que tout à l'heure, dans l'environnement, dans le contexte, j'ai parlé des registres. Et il faut savoir que le contenu des registres change d'une instruction à une autre. Donc, quand je passe de l'instruction X à l'instruction Y, le contenu des registres change. Donc, c'est un environnement qui est dynamique, il n'est pas figé, il n'est pas fixe. D'accord? Donc, l'exécution d'un processus nécessite le chargement de son contexte dans le processeur. Et là, on va parler de la notion de contexte logique et de contexte physique. Alors, on va premièrement
décomposer le contexte en deux sous-classes. La première classe, c'est, ou la première, c'est-à-dire, si vous voulez, partie du contexte, ce qu'on appelle le petit contexte. Et nous avons le grand contexte. Alors, le petit contexte, il est composé du compteur ordinal et il est composé du mot d'état ou du registre d'état du processeur, c'est-à-dire le PSW. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit contexte. Le grand contexte, il est composé des registres généraux et le registre PIL. Donc, là, on a vu que le contexte, on le décompose en deux parties. Petit contexte et grand contexte. Donc, le petit contexte, il y a le compteur ordinal, il y a le mot d'état, le PSW, c'est des registres. Le grand contexte, c'est les registres généraux plus le registre PIL. OK? Ça, c'est la notion de contexte, la décomposition du contexte en petit contexte et en grand contexte. Bon, maintenant, c'est quoi la différence entre le contexte logique et le contexte physique? J'ai déjà abordé ce point dans le chapitre précédent, chapitre sur les processus, et je vais reprendre cette notion-là parce qu'elle est assez importante. Alors, ce qu'on a en réalité, c'est qu'au niveau du processeur, nous avons ce qu'on appelle les registres physiques. C'est-à-dire au niveau du processeur, nous avons de vrais registres. C'est-à-dire là, quand je dis registre physique, je parle du compteur ordinal, je parle du PSW, les registres généraux et registre PIL. Donc, ces éléments-là, je les retrouve dans les registres physiques du processeur central. Donc, ce sont de vrais registres. OK? Donc, si c'est-à-dire si ces registres-là, c'est des registres qui ont une existence réelle, ça veut dire qu'on est en train de parler de registres physiques. D'accord? Donc, ils existent. Maintenant, quand on a des processus qui veulent s'exécuter, ces processus-là sont chargés en mémoire. Et on avait dit, quand j'ai repris la définition d'un processus, j'avais dit qu'un processus, il est composé de son environnement. Dans son environnement, il y a le contexte. Il y a le contexte du processus plus l'espace d'adressage. OK? Alors, le contexte du processus ou bien l'environnement du processus, je prends la partie registre, la partie compteur ordinal, PSW, registres généraux et registre PIL. On avait dit que ça forme le contexte du processus. Et donc, chaque processus, il a son propre contexte. Là, quand je prends par exemple le processus 1, il a son contexte. Le processus 2, il a aussi son contexte. Le processus 3, il a son contexte. D'accord? Alors, les processus, alors je vais essayer de schématiser ici. Je vais rajouter un grand carré ou un grand rectangle pour dire que ces processus sont au niveau de la mémoire centrale. D'accord? Donc là, la partie rouge, c'est le processeur central. La partie bleue, c'est la partie de la mémoire centrale. Et donc, les contextes des processus, quand ils sont sauvegardés en mémoire centrale. Et donc, quand je dis le contexte de P1, ça veut dire que dans le contexte de P1, qu'est-ce que j'ai? J'ai le compteur ordinal de P1. Donc, je vais mettre ici C1, CO1. J'ai le PSW du processus P1. J'ai les registres généraux de P1. Et j'ai aussi le registre pile de P1. Donc, vous voyez ici que je suis en train de mettre à chaque fois l'indice 1. Si je vais vers le processus 2, c'est la même chose. Donc, je vais avoir le compteur ordinal 2 et ainsi de suite. Donc, même chose, le registre pile RP2. Et même chose pour P3. Donc, ces registres, avec les indices, ce ne sont pas de vrais registres. C'est des zones mémoire. D'accord? Vous voyez que j'ai représenté tout ça dans un grand rectangle et j'ai mis mémoire centrale. Donc, ça veut dire que ces registres-là, c'est des registres qui n'ont pas une existence réelle. C'est un espace mémoire qui a la même structure que les registres physiques du processeur, qui permettent de sauvegarder une image, d'accord, je dis bien une image, du compteur ordinal, du registre pile, du registre mot d'état, des registres généraux de chaque processus.
Et c'est pour ça que j'ai mis des indices, pour dire que le compteur ordinal de P1, ce n'est pas le compteur ordinal de P2, ce n'est pas le compteur ordinal de P3. D'accord? Donc là, on va parler de registres logiques. C'est des registres qui n'ont pas une existence réelle. OK? Donc, chaque processus, il a son contexte logique. Du moment qu'il a été chargé en mémoire, et donc, s'il est chargé en mémoire, il a son contexte, prêt à être utilisé. Maintenant, quand on veut exécuter P1, quand je veux exécuter le processus P1, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je prends le contexte logique de P1, d'accord? Je prends le contexte logique de P1, donc je mets l'accent sur chaque mot, je prends le contexte logique de P1, c'est-à-dire je le prends de la mémoire centrale, et je le mets dans le contexte physique, c'est-à-dire je vais mettre dans les registres du processeur, les vrais registres du processeur, les images du contexte de P1. Donc, je prends le RP1, je prends le CO1, je prends le PSW1, je prends les RG1, je prends tous ces registres, je les registres physiques. Ça va déclencher l'exécution du processus P1. Donc, le processus P1 est en train de s'exécuter. Pourquoi? Parce que j'ai chargé dans le processeur central, dans les registres physiques du processeur central, j'ai chargé le contexte logique de P1. Au bout d'un certain temps, bon, on va supposer que le P1 il va se terminer, ou la P1 il va être suspendu, ou là il consomme son comptant, mais on peut avoir plusieurs scénarios qui vont être exécutés. On veut exécuter P2. Et là, on doit reprendre la même chose. C'est-à-dire, je prends le compteur ordinal, le CO2, je prends le PSW2, les registres généraux 2, registre pile 2, je prends ces registres du processus P2 et je les charge dans les registres du processeur. Donc, je mets les registres logiques dans les registres physiques. Là, ça va déclencher l'exécution du processus P2 et ainsi de suite. Donc, quand on veut exécuter, pour résumer, quand on veut exécuter un processus, il suffit tout simplement de prendre son contexte logique et le mettre dans le contexte physique. C'est-à-dire prendre les registres ou l'image des registres qui se trouvent au niveau de la mémoire centrale, qui sont sauvegardés dans l'espace d'adressage du processus, je prends ces registres et je les mets dans le processeur. Ça déclenche l'exécution du processus. Maintenant, quand on bascule d'un programme ou d'un processus à un autre, ben, il suffit juste de prendre le contexte logique de P1, je le sauvegarde. Quand on passe, par exemple, vous avez l'exécution de P1, supposons qu'on est en mode temps partagé. On dit l'exécution de P1. Voilà. Il a été interrompu par une tâche de contrôle numéro 4. D'accord. Ensuite, exécution de P2. Après l'exécution de P2, on revient à P4. D'accord? Supposons qu'on n'a que P1 et P2. Donc, j'exécute ici la tâche de contrôle. Quand je la tâche de contrôle, je reviens vers le processus P1. Donc, quand on revient vers P1, on revient ou là, on reprend l'exécution de P1 à l'instruction où il a été interrompu. Ça veut dire, je dois sauvegarder la première consommation du quantum de P1, je dois sauvegarder son contexte. Donc, le contexte est à P1, les registres physiques, je dois les récupérer, les remettre dans l'espace d'adressage de P1 et charger par la suite le contexte de P2. C'est-à-dire, l'espace d'adressage ou la mémoire de P2, les registres logiques, on fait le processeur. Le P2, il va s'exécuter pendant un certain temps, pendant la durée du quantum. Qui classe le quantum de P2? Qu'est-ce que je fais? Les registres, c'est-à-dire le contenu des registres physiques, le processeur, je les sauvegarde dans l'espace d'adressage de P2. On a le contexte de P1, on a le processeur. Donc ça va permettre de reprendre l'exécution de P1. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre un contexte, un ensemble de registres dans les registres physiques, on exécute le programme pendant un certain temps, comme le programme qui se termine, là il fait une demande d'entrée-sortie, ou c'est la fin du quantum. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs scénarios. Si on a un de ces scénarios, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le contexte du processus, on le sauvegarde en mémoire et on charge
le contexte des nouveaux processus. Et donc, ça va permettre de reprendre l'exécution de ce processus. Donc, c'est comme ça que se passe la multiprogrammation. Quand on est dans un environnement multiprogrammé ou temps partagé, voilà ce qui se passe à chaque changement d'environnement ou bien changement de contexte. OK? Donc, le mécanisme de commutation de contexte, le passage dans l'exécution d'un processus à un autre, donc c'est un peu ce que j'étais en train d'expliquer il y a un instant, nécessite une opération de sauvegarde du contexte du processus interrompu pour éventuellement essayer de reprendre son exécution par la suite et de chargement de celui du nouveau processus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la commutation du contexte. On est en train de commuter le contexte de deux processus. J'enlève le contexte du processus qui était en cours d'exécution, je le sauvegarde en mémoire et je charge le contexte des nouveaux processus. Ça, c'est la commutation de contexte. Quand on dit commuter quelque chose, c'est permuter, c'est switcher. Donc, je switch ou je bascule vers un nouveau contexte. Mais il ne faut pas oublier que le programme qui était en exécution, je dois sauvegarder son contexte. OK? Donc, la commutation de contexte, elle consiste tout simplement à changer les contenus des registres du processeur, c'est-à-dire les registres physiques, par les informations de contexte du nouveau processus à exécuter. Donc, ça veut dire que je dois récupérer le contexte logique du processus et mettre ce contexte logique dans le contexte physique. Ou bien, si vous voulez qu'on parle en termes de registres, prendre les registres logiques qui forment le contexte du processus à exécuter et les mettre dans le contexte physique ou bien dans les registres physiques du processeur. Donc, cette opération-là, elle permet de déclencher l'exécution du nouveau processus. Donc, pour schématiser tout ce que je suis en train de dire, donc on a ici un état où P1 est un processus actif, c'est-à-dire qu'il est en exécution, et P2 qui est à l'état prêt. L'état prêt, c'est l'état où le processus dispose de toutes les ressources, mais il lui manque le processeur. Donc, quand on alloue le processeur à P2, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que P2, il va passer à l'état actif, et P1, il passe à l'état prêt ou bien à l'état bloqué. D'accord? Il passe à l'état prêt si, par exemple, il a consommé son quantum. Il passe à l'état bloqué s'il a fait une demande d'entrée-sortie. D'accord? Donc, il y a un cas où on est dans le mode temps partagé. Le deuxième cas, on est dans le mode multiprogrammé. Donc, conséquence de cette commutation de contexte, c'est qu'au niveau du processeur, vous avez ici le processeur, qu'est-ce qu'on a initialement? On a le contexte du processus P1. On a le CO1, le PSW1, les registres généraux du processus P1 et la pile de P1. D'accord? Ça, c'est le petit contexte et ça, c'est le grand contexte. L'opération de commutation de contexte, elle va permettre de mettre dans le processeur le chargement du compteur ordinal du processus 2, le PSW2, les registres généraux du processus P2 et le registre pile de P2. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau contexte qui a été chargé. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de commutation de contexte. Alors, il faut savoir que l'opération de commutation de contexte, elle se fait en deux étapes. C'est-à-dire que là, sur ce slide, j'ai pris l'état initial et j'ai pris l'état final. D'accord? Mais il faut savoir qu'il y a un état intermédiaire. OK? Il y a un état intermédiaire. Et cet état intermédiaire, c'est une phase où nous avons une combinaison du petit contexte du nouveau processus et le grand contexte de l'ancien processus. D'accord? Je répète. On a l'état initial, il fait le contexte du processus P1, et l'état final, il fait le contexte du processus P2. Donc là, c'est l'état initial, l'état final de l'opération de commutation de contexte. Et c'est ce que j'avais mis sur le slide précédent. Mais il faut savoir que cette phase de commutation de contexte, elle passe par une étape intermédiaire. Cette étape intermédiaire, on va retrouver le petit contexte du processus P2
et le grand contexte du processus P1. En d'autres termes, on commence par charger le petit contexte du nouveau processus. Donc, le petit contexte à le nouveau processus avec le grand contexte de l'ancien processus. Ensuite, comme deuxième étape, on commute le grand contexte du nouveau processus. Donc, la deuxième étape, pour faire l'état final, on va se retrouver avec le petit contexte et le grand contexte du même processus. D'accord? Donc, état final, état initial, état final. L'état initial, on a le contexte, le premier processus, celui qui était en exécution. L'état final, on a le contexte du nouveau processus qui va être exécuté. Mais il faut savoir qu'il y a une étape intermédiaire. Et dans cette étape intermédiaire, nous avons le petit contexte du nouveau processus qui sera avec le grand contexte de l'ancien processus. D'accord? Mais comme c'est juste un état intermédiaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commuter le petit contexte et le grand contexte d'un seul coup. Donc, on est obligé de passer par cette étape intermédiaire. Donc, on a la combinaison des deux. Mais c'est un état qui ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire, dès qu'on met le petit contexte du processus, juste après, on switch avec le grand contexte du deuxième processus. Et quand on aura tout le contexte, c'est-à-dire le petit contexte et le grand contexte du nouveau processus, là, on va commencer à exécuter le processus P2. Alors, la sauvegarde du contexte, où est-ce qu'elle peut se faire? Alors, l'opération de sauvegarde du contexte, c'est une opération, je dirais, importante. Alors, importante pourquoi? Parce que si on ne fait pas de sauvegarde du contexte, on n'aura pas la possibilité de reprendre l'exécution d'un processus à l'endroit où il a été interrompu, ou bien à l'instruction où il a été interrompu. Quand on faisait, par exemple, les diagrammes d'exécution, enfin, la première série TD, on avait à chaque fois les diagrammes, quand on avait la fin d'un quantum, qu'est-ce qu'on faisait? Je vous disais à chaque fois, la fin d'un quantum, quand on reprend l'exécution du processus, on ne reprend pas l'exécution du processus depuis le début, mais on reprend de l'instruction où il a été interrompu. Alors, comment cela est possible? Ben, cela est possible grâce à la sauvegarde du contexte. Quand un processus consomme son quantum, d'accord? Classe, et on lui a donné le processeur et il s'est exécuté pendant un certain quantum. Ben, on a l'interruption pour dire voilà, le quantum, le processus, classe, il a consommé son quantum. Qu'est-ce qu'on fait avant de charger le contexte? Parce que classe, je fais comment on bascule d'un processus à un autre. On bascule d'un processus à un autre en faisant la commutation de contexte. D'accord? C'est-à-dire, je remplace le contexte du premier processus P1 par le contexte du processus P2. Ça, on l'a vu. Mais il faut savoir qu'avant de faire cette commutation de contexte, on est obligé de sauvegarder le contexte du processus qui a été interrompu. Pourquoi le sauvegarder? Le sauvegarder pour la simple raison qu'on se dit que par la suite, on va reprendre l'exécution du processus. Parce que si on ne fait pas la sauvegarde du contexte, ça veut dire qu'à chaque fois le processus il est interrompu, quand on reprend son exécution, on va reprendre depuis le début. De nouveau la première instruction. Alors que quand on sauvegarde son contexte, elle a exactement à quelle instruction il a été interrompu. Et donc, quand on revient à exécuter le processus interrompu, on le reprend à partir de l'instruction où il a été interrompu. La dixième instruction, quand on la dixième instruction, quand on va reprendre, le processeur, on va reprendre à partir de l'instruction 10, mais à partir de la première instruction. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne va pas en finir. D'accord? Donc, on est obligé de faire la sauvegarde du contexte. À chaque commutation de contexte, je dois faire la sauvegarde. Maintenant, la sauvegarde du contexte, elle peut se faire à différents endroits. Donc, maintenant, ça revient à la conception de votre système, comment votre système d'exploitation il a été conçu. Alors, il y a deux approches. La première approche, elle consiste tout simplement à sauvegarder le contexte dans un emplacement fixe, c'est-à-dire la mémoire. Vous allez définir une plage d'adresse et vous allez dire, voilà, le contexte du processus, il sera sauvegardé dans cette plage d'adresse. Et donc, chaque processus, il va avoir
une partie de son espace d'adressage qui va permettre de sauvegarder le contexte. Voilà ce qu'on appelle un emplacement fixe. Donc, chaque processus, la mémoire centrale, d'accord? Chaque processus, la mémoire centrale, donc là, par exemple, je schématise, voilà, vous avez ça, c'est la mémoire centrale, on a l'espace d'adressage P1, c'est l'espace d'adressage P2, c'est l'espace d'adressage P3. Donc, pour chaque processus, dans son espace d'adressage, je vais prendre une partie, voilà, je prends cette partie-là, je dis ça, c'est pour sauvegarder le contexte de P1. La partie de P2, je prends cette partie et je vais mettre cette partie-là pour sauvegarder le contexte de P2. Cette partie-là pour sauvegarder le contexte de P3. Et donc, chaque processus, dans son espace d'adressage, il aura un emplacement pour la sauvegarde du contexte. Ça, c'est la première approche. Deuxième approche, on peut utiliser la pile. Et donc, à chaque fois qu'on a une commutation de contexte, on sauvegarde le contexte des processus interrompus au niveau de la pile. Et donc, à chaque fois, on empile, on dépile. On empile, on dépile. Quand on veut reprendre l'exécution d'un processus, il suffit juste de dépiler pour revenir vers le contexte du processus, ou bien reprendre l'exécution du processus à l'emplacement où il a été interrompu. D'accord? Donc, chaque approche elle a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, il faut voir, c'est-à-dire quand on vous dit ou là, quand on vous pose la question par rapport à la restauration du contexte, bah, il faut voir qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser comme approche de sauvegarde du contexte. Est-ce qu'on est en train de mettre les contextes dans des espaces qui sont propres à chaque processus, ou bien on est en train d'utiliser une pile. Si c'est une pile, donc à chaque fois, l'opération elle est simple, on empile et on dépile. OK? Mais ce qui pose problème avec la pile, c'est que quand vous avez par exemple l'exécution de P1, P2, P3, d'accord? P1, P2, P3 dans cet ordre, quand on empile, on va empiler le contexte de P1, ensuite on empile le contexte de P2, d'accord? Pendant l'exécution de P3. Mais après P3, je dois revenir à P1. Et ce n'est pas évident de revenir à P1. Pourquoi? Parce que sur le contexte de P1, j'ai déjà empilé le contexte de P2. Donc, il faut à chaque fois dépiler, c'est-à-dire vider la pile et revenir au programme qui doit être, c'est-à-dire retrouver le contexte du programme qui doit être exécuté. Donc, dans certains cas, on est obligé de vider toute la pile, donc de dépiler toute la pile pour récupérer le contexte qui se trouve à la dernière position. D'accord? Donc, ça, c'est les approches utilisées pour la sauvegarde du contexte. Alors, la phase de restauration du contexte, donc, on fait la sauvegarde du contexte quand on a une commutation de contexte. D'accord? Quand on fait une commutation de contexte, je suis obligé de sauvegarder le contexte du programme interrompu pour éventuellement reprendre son exécution. Et sur ce schéma, c'est un peu ce qu'on a. Donc, on a l'exécution du processus P1. P1, il a été interrompu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la sauvegarde du contexte de P1. On lance le chargement du contexte de P2. Et donc, si on fait le chargement du contexte de P2, ça veut dire que P2, il va commencer son exécution. Dès que vous chargez le contexte d'un processus dans le processeur, là, on lance l'exécution du processus. Donc là, vous avez l'exécution du processus P2. Maintenant, si P2 est interrompu lui aussi, on est obligé de sauvegarder son contexte. Là, ce que j'ai dit sur le slide précédent. Soit on utilise une pile, ou là, chaque processus, un double espace d'adressage, il a une zone qui est dédiée à la sauvegarde des contextes. Donc, Habsna P2, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de sauvegarder son contexte. On refait la même chose. Maintenant, la question qui se pose, après P2, qui sera exécuté? Si c'est P1, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit juste de restaurer le contexte de P1. Si c'est un autre processus, si c'est le processus P3, eh bien, il faut charger le contexte de P3. D'accord? Donc, on restaure, si on n'a que P1 et P2, on restaure le contexte de P1 parce qu'il a été sauvegardé. On le récupère. Il suffit donc juste de récupérer à partir de la phase de restauration du contexte. Je récupère le contexte de P1 pour reprendre l'exécution du processus P1.
Et donc là, il va reprendre à partir de l'instruction où il a été interrompu. Maintenant, si on a un troisième processus PX par exemple, le processus P3, ben, il suffit juste de charger le contexte du processus P3. Et donc, on aura l'exécution d'un nouveau processus. Et le PX, ou le processus P3, il va prendre la place de P2. Donc, il sera en exécution. Quand PX, il va consommer son quantum, ou là, il va terminer son exécution, on fait la même chose. S'il termine son exécution, le problème ne se pose pas, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde du contexte. Mais s'il est interrompu, avec une tâche de contrôle de fin du quantum, on est obligé de sauvegarder son contexte une nouvelle fois et charger le contexte soit de P1, revenir vers P1 ou la passer à P4. Et ça va boucler. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a sauvegarde du contexte, chargement du contexte, exécution du programme, sauvegarde du programme, sauvegarde du contexte du programme interrompu, et soit restauration du programme interrompu, ou bien chargement du contexte d'un nouveau processus. Tout dépend du scénario dans lequel vous êtes. Tout dépend du nombre de processus que vous avez. Mais c'est exactement le même schéma. Exécution d'un processus, sauvegarde de son contexte, chargement du contexte du nouveau processus, exécution du nouveau processus. S'il est interrompu à son tour, on refait la même chose. On sauvegarde le contexte et soit on restaure le contexte du processus qui a été initialement interrompu, ou bien on charge le contexte d'un nouveau processus. Et ça boucle. Alors, un exemple d'une commutation de contexte pour voir un petit peu donc, ce qui se passe même à l'intérieur d'un programme. Parce que, bon, là, on est en train de... Les exemples que j'ai donné des exemples entre processus et c'était un petit peu pour faciliter la compréhension. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec les diagrammes de la série 1. Donc, vous avez pu assimiler le passage d'un processus à un autre. Donc, là, on est en train de voir ce qui se passe quand on passe d'un programme ou d'un processus à un autre. Mais il faut savoir que à l'intérieur du même processus, on peut avoir cette notion de commutation de contexte. Quand on a une interruption, on a une commutation de contexte. Parce que la routine d'exécution d'une interruption est considérée comme étant un programme ou un processus. Et donc, on a une commutation de contexte, exécution d'une certaine routine et restauration du contexte. Alors, je prends un exemple très simple. Vous avez ici un programme utilisateur qui demande accès à un fichier. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a un processus, un simple processus, il s'exécute, un simple processus utilisateur. Il s'exécute en mode utilisateur. Donc, le mode utilisateur, c'est un mode où les programmes, ils ont un accès limité aux ressources. D'accord? Ils ne peuvent pas accéder à toutes les ressources. Donc, ils sont obligés de basculer vers ce qu'on appelle un mode noyau ou un mode système. Et donc, chaque demande de ressources nécessite le passage ou bien nécessite le changement du mode d'exécution du processus. Un simple processus utilisateur, n'a pas la possibilité d'accéder aux ressources du système. Donc, il est obligé de changer de mode d'exécution. OK? Donc, quand on arrive à une primitive pendant l'exécution du système, pendant l'exécution du programme, quand on arrive à la primitive, par exemple, open, qui demande accès à un fichier, c'est une ressource. Le programme utilisateur n'a pas le droit d'accéder directement à la ressource. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il change de mode d'exécution, il passe en mode superviseur, d'accord? Il appelle un programme du système et c'est ce programme-là qui va voir est-ce que le processus il est autorisé ou non à utiliser la ressource. Là, dans notre cas, c'est le fichier. Et donc, ce passage du mode utilisateur au mode superviseur, il nécessite une sauvegarde du contexte. Voilà, parce qu'on va basculer vers l'exécution d'une primitive qui est la primitive open et qui est une primitive exécutée par le système. Donc, ça veut dire qu'on va sortir
du contexte du processus ou du programme principal, on va aller vers l'exécution d'une routine open qui est gérée par le système, qui va permettre l'accès au fichier, la lecture du fichier. Ensuite, revenir vers le programme utilisateur. Et donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est quoi? On est en train de commuter le contexte. Et donc, quand je dis commuter le contexte, je dois sauvegarder le contexte du programme utilisateur, charger le contexte du nouveau programme, donc chargement du compteur ordinal et chargement du PSW, et ensuite exécution de la routine open. Quand je termine l'exécution de la routine open, je dois revenir vers mon programme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va restaurer le contexte du programme qui a été interrompu. Donc, du moment que j'avais fait la sauvegarde du contexte avant, donc qu'est-ce que je vais faire? Je dois juste restaurer le compteur ordinal et le PSW du programme qui a été interrompu. Et donc, si je charge le compteur ordinal et je charge le PSW du programme qui a été interrompu, ça veut dire que je vais revenir à l'instruction suivante. L'instruction suivante, il y a l'affectation de la valeur de retour de la primitive open au descripteur du fichier. Le FD, c'est le descripteur du fichier. Donc, ça permet de récupérer un descripteur pour pouvoir accéder et manipuler le fichier. Donc, là, vous voyez que la commutation de contexte, elle peut se faire même à l'intérieur du programme, à l'intérieur du processus. C'est exactement le même schéma qui se fait quand vous avez, par exemple, l'exécution de la primitive printf. J'ai pris ici l'exemple de open, mais printf, on a le même schéma. Voilà, printf, on a le même schéma, parce que la primitive printf, elle nécessite un affichage sur l'écran. L'écran, c'est une ressource qui est gérée par le système d'exploitation. Donc, un processus ou un programme n'a pas la possibilité d'accéder au fichier, d'accéder à l'écran sans passer par le système d'exploitation. Et donc, le petit programme que vous avez écrit quand vous avez commencé à faire de la programmation en langage C, parce qu'on sait tous quand on commence à programmer en langage C, le premier programme, que ce soit les ouvrages, les livres ou même quand vous allez commencer à faire, le TPTA comme tel le langage C, le premier programme qu'on apprend à un étudiant, c'est main printf hello world. Eh bien, vous avez utilisé, c'est-à-dire sans faire exprès, vous avez utilisé un appel système, d'accord? Vous avez déclenché un appel système qui vous a permis d'avoir l'affichage sur écran. Sans vous rendre compte. C'est-à-dire que printf, c'est une simple instruction. Mais là, je vous dis, comme le printf nécessite l'accès à l'écran, on bascule du programme vers un mode superviseur, vers un mode système, pour exécuter la primitive printf, qui va vous autoriser à procéder à l'affichage de votre message sur écran. Et donc, le fait de dire je bascule vers le printf, ça veut dire qu'il y a une phase de sauvegarde, de chargement de contexte et de restauration du contexte par la suite. C'est-à-dire que vous avez fait tout ça sans vous rendre compte. Donc là, vous voyez ce que vous avez fait, c'est-à-dire avec une simple instruction, parce que c'est une instruction qui nécessite l'accès à une ressource, vous voyez ce qui se passe en arrière-plan. C'est des trucs qu'on ne voit pas. Pour nous, bon, un printf, c'est juste une simple instruction qui permet un simple affichage à l'écran. Mais en réalité, il y a tout un travail qui se fait en arrière-plan par le système d'exploitation. Voilà, donc ça c'est juste pour, je dirais, faire le lien entre la partie gestion de contexte, la notion de contexte, et la partie, je dirais, interruption. D'accord? La gestion des interruptions avec les systèmes d'exploitation. Donc, avant de passer vers la partie système d'exploitation, donc je ne sais pas s'il y a des questions concernant cette notion de contexte, la gestion des contextes, pour enchaîner ensuite enchaîner avec la partie système d'interruption.
Non, c'est bon, pas de question. OK. Alors, les systèmes d'interruption. Donc, on va essayer de voir. C'est une partie assez importante, mais j'insiste sur une chose, hein, pour dire que dans le côté matériel de la gestion des interruptions, je ne vais pas le traiter. D'accord? Parce qu'on est dans la partie système d'exploitation. On est en train de faire le module système d'exploitation et on s'intéresse essentiellement à tout ce qui se fait sur le plan soft et non pas sur le plan hard. Donc la partie matérielle, euh, c'est pas l'objectif du module. D'accord? Donc, mais ça complète, d'accord? Ça complète, parce que ça va ensemble. Quand on parle d'interruption, il y a une partie matérielle qui se fait dans les systèmes d'interruption. OK? Donc, là, on va voir plutôt, c'est-à-dire ce qui se fait après l'arrivée du signal d'interruption. Bon, on va commencer avec ce qu'on appelle les événements synchrones et les événements asynchrones. Alors, dans un ordinateur, on a deux types de programmes ou deux types d'événements. Alors, nous avons les programmes des utilisateurs qui font des tâches, je dirais, spécifiques. Donc, chaque programme, il a un rôle bien déterminé. Et nous avons aussi les programmes système qui assurent un travail de supervision des différents événements synchrones et asynchrones. Alors, les événements synchrones et les événements asynchrones, on parle des événements synchrones quand on a quand on a un événement qui est généré, d'accord? On est en train de parler des événements synchrones. Quand on a un événement qui est généré par le programme qui est en cours d'exécution, d'accord? On a un programme qui est en cours d'exécution. Ce programme-là, il va générer un événement, tel que par exemple une division par zéro, l'exécution d'une instruction inexistante ou interdite, une tentative d'accès à une zone protégée, un appel à une fonction du système. Et l'exemple que j'ai donné à la fin, la gestion de contexte, où on avait un appel vers la primitive open, ça c'est un appel à une fonction du système. Donc c'est un événement synchrone. Voilà, synchrone parce que ça vient du programme en cours d'exécution. D'accord? Donc si le programme, c'est ça les événements synchrones, c'est quelque chose qui est déclenché par le programme en cours d'exécution. Les événements asynchrones, c'est des événements qui sont déclenchés par un composant externe au programme en cours d'exécution. Externe, tel que par exemple la fin d'une opération d'entrée-sortie, ou là un signal horloge. D'accord? Fin d'une opération d'entrée-sortie, ou là le signal d'horloge, c'est des signaux qu'on reçoit, non pas du programme en cours d'exécution, mais à partir d'un composant externe. Pour le fin d'opération d'entrée-sortie, c'est l'imprimante, par exemple, qui va m'envoyer un signal pour me dire, voilà, l'opération d'impression est terminée. Quand j'ai une interruption horloge, telle que par exemple la tâche de contrôle de fin du quantum, c'est l'horloge qui me dit, voilà, c'est la fin du quantum du processus. Le processus est en exécution. Donc, le signal, ninja, me dit, je me processeur. J'ai un composant externe. Voilà pourquoi on parle d'événements asynchrones. Par contre, les événements synchrones, c'est des événements qui sont générés par le processus en cours d'exécution. C'est-à-dire, il joue une instruction qui a été exécutée au niveau du processeur. D'accord? Donc, ça, c'est la différence entre les événements synchrones et les événements asynchrones. Alors, par quel mécanisme peut-on réduire le temps de supervision du système? Un exemple, on a un processeur qui voudrait lire les valeurs écrites à partir du clavier par un utilisateur. OK, on sait tous que quand on introduit, quand on saisit du texte à partir du clavier, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère donc les caractères qu'on est en train donc, de saisir pour les traiter. Et donc là, il y a deux solutions. La première solution, soit le processeur, il va demander au clavier périodiquement s'il a reçu un nouveau caractère ou non. Ensuite, il va traiter le caractère. Donc, si la réponse elle est positive, il va traiter le caractère qui a été saisi par l'utilisateur. Voilà, deuxième solution.
C'est le clavier qui va informer le processeur qu'il a reçu un nouveau caractère. Donc il y a deux approches, il y a deux visions. La première, c'est le processeur qui va demander régulièrement au clavier est-ce qu'il y a des caractères à traiter ou non. La deuxième solution, non, on va laisser, c'est-à-dire le processeur, il ne va pas s'intéresser au clavier. Donc, le processeur est en train d'exécuter son programme ou de faire un traitement. S'il y a un traitement à faire, il est en train de faire son traitement. Mais quand l'utilisateur il va saisir des caractères, le clavier il va informer le processeur qu'il y a des caractères qui ont été saisis pour éventuellement les traiter. D'accord? Alors, d'après vous, quel est le scénario le plus adapté? Est-ce que c'est le premier scénario ou bien c'est le deuxième? Alors, le deuxième, pourquoi le deuxième, Nader? Pourquoi le deuxième scénario, c'est le plus adapté? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne avec le deuxième scénario et qu'on n'a pas avec le premier, ou quel est l'inconvénient du premier scénario? Alors, je vous donne un autre exemple, un exemple concret, d'accord? On est en salle, d'accord? On a la salle, on fait notre séance en présentiel, et donc, je suis en train de faire mon cours, d'accord, sur les interruptions. Alors, je peux adopter deux politiques. C'est-à-dire, l'enseignant, il peut adopter deux politiques. Première politique, chaque 5 minutes, ou là, chaque 10 minutes, j'essaie de faire la correspondance avec l'exemple que j'ai donné. D'accord? Donc, Alex, c'est un exemple, le système d'exploitation. Je vais vous donner un autre exemple pour comprendre un petit peu donc l'avantage et l'inconvénient de chaque solution. Donc, je suis en train de faire mon cours en présentiel. Donc, il y a toute la section qui est là. Vous êtes, je pense, 110 ou là, 120 étudiants officiellement. Chaque 5 ou 10 minutes, d'accord, je prends la liste des étudiants, et je parcours la liste. J'appelle l'étudiant numéro 1. Est-ce que tu as une question ou pas? J'appelle le deuxième étudiant. Est-ce que tu as une question ou pas? Troisième étudiant. Est-ce que tu as une question ou pas? Je lui pose sa question, je réponds. D'accord? Je passe au quatrième étudiant. Une question ou pas? Voilà. Et je parcours toute la liste. Le dernier étudiant. Qui le dernier étudiant, c'est bon, donc je réponds. Donc s'il y a des étudiants qui ont des questions, je réponds. Et je parcours toute la liste. Qui le dernier étudiant, j'ai parcouru la liste des étudiants, je reprends mon cours pendant, je sais pas, 5 10 minutes, et je reparcours la liste des étudiants un par un, ونسقسي chaque étudiant est-ce que عندك question ولا ما عندكش question. C'est la solution 1. Le processeur a traité ou non. Le deuxième scénario, je reprends le même exemple. Le deuxième scénario, on est en salle, je suis en train de faire mon cours, les étudiants.
deuxième scénario, peut-être sur 1 heure et demie de cours, je vais être interrompu pendant 10 minutes. 10 minutes, je réponds aux questions des étudiants, et donc sur 1h30, je vais faire 1h20 de cours. Donc, j'avance mieux avec la solution 2. L'exemple du système d'exploitation, là, le processeur, c'est la même chose. Si le processeur il s'amuse à demander chaque minute, par exemple, au clavier, est-ce qu'il y a des caractères à traiter ou non, on va perdre beaucoup de temps. Par contre, si on charge le clavier d'informer le processeur qu'il y a des caractères à traiter, le processeur, il ne va pas perdre beaucoup de temps à demander au clavier est-ce qu'il y a des caractères à traiter ou non. Donc, on va surtout faire du traitement. Le processeur, il va faire surtout du traitement. Et quand il reçoit une interruption ou là, une demande du clavier pour l'informer qu'il y a des caractères à traiter, le processeur, il arrête le programme en cours d'exécution, il fait le traitement des caractères, ensuite il revient au programme. Donc, vous voyez que il est plus intéressant et plus utile de laisser les composants externes demander au processeur de faire un certain traitement. D'accord? Donc, dans les deux cas, le deuxième scénario est plus rentable, est plus efficace. OK? Donc, la première solution, donc on a beaucoup de pertes de temps. Le processeur, il doit demander périodiquement à tous les composants s'ils ont quelque chose à signaler. Donc, c'est une solution qui ne sera pas retenue. D'accord? On perd beaucoup de temps. La deuxième solution, donc, au lieu que ce soit le processeur qui contrôle continuellement l'état d'une ressource, on va charger la ressource d'informer le processeur sur son état au moment significatif. D'accord? Donc, c'est ça le principe des interruptions. On a donné l'exemple tel clavier, ou l'exemple que j'ai donné tel le cours. Quand je suis en train de faire le cours, donc le traitement qui m'intéresse, moi en tant qu'enseignant, processus enseignant si vous voulez, c'est quoi? C'est faire le cours, avancer dans le cours. Donc, il n'y a pas d'interruption. Moi, je suis en train d'avancer. L'interruption, c'est quoi? C'est quand un étudiant, il lève la main, monsieur, je n'ai pas compris. Là, monsieur, j'ai une question. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête mon cours, d'accord? J'arrête mon cours, je réponds à la question de l'étudiant, et quand je termine la réponse, c'est bon, j'ai compris, je reviens au cours. Donc, j'étais dans un programme, la partie système, et je fais la correspondance avec l'exemple que j'ai donné. Le processus enseignant, il est en train d'exécuter le programme cours. Un étudiant qui est un composant externe, il a envoyé une demande d'interruption. Il fait des deux cherches, j'ai une question. Ça, c'est quoi? Le fait de lever la main et de dire, monsieur, j'ai une question, pour moi, pour le processus enseignant, ça, c'est une interruption. Qu'est-ce que je fais? J'écoute la question et je réponds. Donc, ça veut dire, je n'avance plus dans le cours pour répondre à la question. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la routine d'interruption. Répondre à la question ou à la requête de l'étudiant, c'est donner une réponse à la requête de l'étudiant. Donc, j'ai exécuté une routine. La routine, comment je l'appelle? Je l'appelle répondre à la question. Répondre aux questions. Qui me la réponse aux questions? Qu'est-ce que je fais? Je reviens à l'endroit où j'étais dans mon cours et je continue. Donc, dans ma tête, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvegardé mon contexte. J'ai dit, voilà, bon, le slide, il était en face de moi, donc je sais à quelle partie du cours je me suis arrêté. Là, j'ai été interrompu. Je réponds à la question. Dès qu'on commence, je reviens. Bon, donc j'étais en train de dire que telle chose, et je continue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une restauration du contexte. Donc, la routine d'interruption liée à répondre aux questions, j'ai fait une restauration du contexte pour revenir au programme court et j'ai continué d'avancer dans mon cours. Ça, c'est le principe des interruptions. Je vous ai donné un exemple concret. C'est-à-dire ce qui se passe. C'est la même chose.
vous avez donc au niveau du système, vous avez le processeur TACOM, il est en train donc d'exécuter un certain programme ou des programmes, d'accord? Il dit un événement externe pour une raison ou pour une autre, d'accord? Qui va interrompre l'exécution du programme en cours. Donc le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter ou suspendre l'exécution du programme en cours. Il va basculer vers l'exécution d'une routine d'interruption, d'accord? Et ensuite, il va revenir au programme. Alors la routine d'interruption, elle dépend du signal qui a été envoyé. Elle dépend de la requête qui a été envoyée au processeur. Et là, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, l'exemple à le cours. J'ai dit, un étudiant, il lève la main pour dire, voilà, monsieur, je n'ai pas compris. Donc, je réponds à la question de l'étudiant. D'accord? Donc, le traitement que j'ai effectué, il correspond à la requête. D'accord? Ça c'est une interruption. Quelque temps après, il y a un étudiant que je ne connais pas. Il vient et il frappe à la porte. Oui, monsieur, est-ce que vous avez de la craie? Est-ce que je peux prendre une chaise? Ça, c'est souvent, ça arrive. Oui. S'il y a une chaise en plus, oui, vous pouvez la prendre. Donc, je n'ai pas répondu à une question. Pas le deuxième cas, le deuxième scénario. Je n'ai pas répondu à une question. Parce qu'il ne m'a pas posé une question. Bon, il a fait une requête pour me demander une chaise. Donc, oui. Il m'a dit la définition d'un processus. Supposons par exemple un étudiant Maloul, elle dit, monsieur, je n'ai pas compris la notion d'un processus, je n'ai pas compris le fork. Je lui explique c'est quoi le fork. Déjà un étudiant pour me demander une chaise, monsieur, est-ce que je peux prendre une chaise? On a la définition de le fork. Le fork, il retourne une valeur nulle, ou une valeur positive, ou une valeur moins 1 quand il y a un échec. Pour lui, le fork, moi, je sais bien. Donc, le traitement de la routine, il doit être adapté à la requête. Le composant, il demande quelque chose, le processeur, il doit exécuter une routine adaptée à la requête qu'il a reçue. D'accord? C'est ça le principe des interruptions. Donc, pour chaque requête d'interruption, on lui associe une routine. Donc, définition d'une interruption. Donc, une interruption, c'est un signal qui est envoyé au système afin d'exécuter une tâche qui est jugée plus urgente que le programme en cours d'exécution. D'accord? Et c'est pour ça que quand j'ai défini, si vous vous rappelez, quand j'ai défini les tâches de contrôle, j'ai dit que les tâches de contrôle étaient des interruptions, j'avais mis l'accent sur ça, et j'avais dit qu'ils étaient plus prioritaires par rapport à un programme utilisateur. Là, on confirme ça en disant qu'une interruption, c'est un signal qui est envoyé au système afin d'exécuter une tâche qui est jugée plus urgente que le programme en cours d'exécution. Donc, je dois arrêter le programme. Quand il y a une question, maintenant, chez l'étudiant, c'est-à-dire j'ignore la question de l'étudiant. Là, il dit, j'ai besoin d'une chaise, je fais comme si je ne l'ai pas vu. Donc, je lui donne une réponse, c'est soit oui, soit non. Bon, je peux dire non. S'il n'y a pas de chaise, non, il n'y a pas de chaise. Mais j'ai répondu à sa requête. D'accord? Parce que le cours théorique, j'ai répondu à la requête de l'étudiant, ensuite j'ai repris mon cours. Donc, ça, c'est le traitement de la routine. Donc, la prise en compte du signal d'interruption se fait à un point observable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter les interruptions à n'importe quel moment. Il y a ce qu'on appelle un point observable où on vérifie l'arrivée des interruptions. Donc, dans chaque point observable, on vérifie. Si on trouve qu'il y a une demande d'interruption, on traite le signal d'interruption. Si on constate qu'il n'y a pas de demande d'interruption, on continue notre traitement. D'accord? La réponse à une demande d'interruption est l'exécution d'un programme prédéfini, spécifique à l'événement et appelé la routine d'interruption. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Quand on me pose une question sur le fork et quand on me demande une chaise, je ne vais pas donner la même réponse. Il dit, ma femme, tu le fork, je lui explique le fork. Il dit, j'ai besoin d'une chaise. Je lui dis, une chaise. Donc, j'ai une routine adaptée à chaque requête. Je n'ai une seule routine. Il y a plusieurs routines. Il dit, est-ce que tu as la clé? Je ne dis pas des coursiers. Donc, chaque requête d'interruption, on lui associe une routine d'interruption. Donc, c'est un programme qui est exécuté par
le processeur. Donc, le signal d'interruption, c'est un signal physique. Il est envoyé par un composant externe, ou là, si c'est un événement synchrone, par le processus qui est en cours d'exécution, et on lui associe l'exécution d'une routine d'interruption. Donc, on associe à chaque cause d'interruption un numéro K qui va l'identifier. L'élément, donc on dispose d'une table appelée la table des vecteurs d'interruption. Ça, je suppose, vous l'avez déjà vu en archi. Et chaque ligne de la table des vecteurs d'interruption, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient l'adresse de la routine à exécuter lors de la réception du signal d'interruption. Quand on termine l'exécution de la routine, on reprend l'exécution du programme interrompu. Donc, je réponds à une question, le cours et je continue mon cours. D'accord? Voilà donc le schéma qui explique un petit peu le mécanisme, je dirais, donc des systèmes. Donc, vous avez ici les différentes causes d'interruption, numérotées. Donc, chaque numéro d'interruption, vous avez donc le nom de l'interruption, ou bien la cause de l'interruption, et vous avez l'adresse de la routine. L'adresse de la routine d'interruption. Donc, dans la table des vecteurs d'interruption, qui se trouve au niveau de la mémoire centrale, la zone système bien sûr, mais chez la zone, tu as les programmes utilisateurs, et nous avons les différentes routines. Les différentes routines associées, d'accord, associées aux différentes causes d'interruption. Donc, dans chaque vecteur, dans la table des vecteurs d'interruption, chaque vecteur a le numéro de l'interruption, le nom de la cause d'interruption, a l'adresse de la routine. Nous, ce qu'on veut le plus, c'est quoi? C'est récupérer l'adresse de la routine. Qui génère l'interruption numéro 4, je dois aller vers l'adresse pour récupérer la routine d'interruption numéro 4. Qui l'interruption numéro 20, je dois récupérer l'adresse de la routine d'interruption numéro 20. Et ainsi de suite. Donc, je charge à partir de l'adresse, je charge la routine au niveau du processeur pour exécuter la routine d'interruption. Donc, le schéma général d'un programme d'interruption, c'est un peu le schéma que j'avais expliqué tout à l'heure quand j'ai parlé de la commutation de contexte. Parce qu'en réalité, une routine d'interruption, ça reste un programme. D'accord? Donc, on a un programme qui est en exécution, un programme P qui est en exécution, il a une interruption. Qu'est-ce qu'on fait? On commute le contexte, on exécute, quand on fait la commutation de contexte, on exécute la routine. On lance l'exécution de la routine d'interruption. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit que la commutation de contexte, on a l'état initial, le contexte, le programme P1, l'état final, le contexte, le programme P2, mais j'avais dit qu'il y avait un état intermédiaire. L'état intermédiaire, c'est quoi? L'état intermédiaire, c'est quand on a le petit contexte du deuxième programme et le grand contexte du premier programme. Et là, vous voyez qu'on a la commutation du petit contexte. De quoi? La commutation du petit contexte de la routine d'interruption. Ensuite, la sauvegarde du grand contexte de P. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait compteur ordinal PSW. On les a commutés. D'accord? Alors, quand on dit commutation, ça implique la sauvegarde. Je te fais un mot. Toute commutation doit être précédée par une opération de sauvegarde. Donc, je dois sauvegarder le petit contexte de P. Je fais la commutation, donc je switch, je fais la commutation du contexte, du petit contexte. On va derrière la routine. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde le grand contexte du programme P, ou du processus P. Je fais le traitement spécifique de l'interruption. Et quand je termine, qu'est-ce qu'on fait généralement? Je dis bien généralement, on restaure le contexte de P, c'est-à-dire l'exécution du processus interrompu. Dans certains cas, je crois que généralement, dans certains cas, on peut ne pas revenir immédiatement vers le même processus. On aura un deuxième processus. C'est comme un exemple très simple. Vous avez l'exécution, le temps partagé. Voilà. Vous avez l'exécution d'un programme P.
P1, exécution de la tâche de contrôle, là, il a consommé son comptable, tâche de contrôle, on va mettre exécution de P2. Donc, le schéma TI, le P1, il va représenter le P. La tâche de contrôle, c'est quoi? La tâche de contrôle, c'est la routine d'interruption. D'accord? Sauf que là, à la fin, donc la routine d'interruption, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me dire, voilà, le programme P, il a consommé son comptable. La P1, il a consommé son comptable. La restauration du grand contexte de P, non, on ne va pas restaurer le contexte de P1. Oui, non, non, on va aller vers un nouveau processus. La figure TI, j'ai mis nouveau processus Q. En réalité, donc, si je fais la correspondance, c'est basculer vers P2. D'accord? Donc, vous voyez, le P1. C'est pour ça que je vous ai dit, généralement, quand on est dans les interruptions, on revient au programme interrompu. D'accord? Mais dans certains cas, dans des cas particulier, on peut basculer vers un nouveau programme. Il va être exécuté. Alors, le schéma détaillé maintenant du traitement d'un signal d'interruption, donc le schéma, parce qu'il est très important. Donc, ça explique un petit peu le fonctionnement donc, du système d'interruption. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un processeur. D'accord? Donc, un processeur avec, donc, c'est le processeur. La partie en rouge, c'est la partie qui est à la mémoire centrale. Vous avez ici un programme qui est en exécution. C'est un simple programme utilisateur. Ou c'est le code TAO. OK? Ça, c'est le code du programme. Donc, on a l'étape 1. Donc, on a des flèches pour suivre les différentes étapes. D'accord? Donc, la première étape, c'est quoi? La première étape, l'étape 1, c'est l'exécution du programme. Donc, on a un programme qui est en exécution au niveau du processeur. OK? Donc, il est en exécution. Bon, qu'est-ce qui va se passer après? On va supposer que quelques temps après, au bout d'un certain temps, dans l'étape 2, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit une interruption. On a un signal d'interruption. L'imprimante va une interruption, ou le disque va une interruption, ou le scanner, ou je ne sais pas, peu importe. Un composant, il m'a envoyé un signal d'interruption. Qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde l'étape 3. L'étape 3, elle est là. Vous voyez qu'on a ici une flèche qui va vers la mémoire centrale, une zone de sauvegarde. On va sauvegarder le contexte du programme. D'accord? Voilà. Parce que pour la première étape, qu'est-ce qu'on a fait? On a chargé le contexte du programme dans le processeur pour l'exécuter. Donc, le programme TI, il était en exécution. Quelques temps après, il a une interruption. Donc, il a une interruption. Qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'on a l'interruption, elle doit être traitée de façon urgente. Parce qu'elle est prioritaire. Une interruption, le programme TI, je le décharge. Donc, le contexte est le programme qui est le processeur. Ou une zone de sauvegarde. Là, tu vas débuter la séance. La sauvegarde du contexte, elle peut se faire soit dans une adresse fixe ou là dans une pile. Bon, là, on a une zone de sauvegarde, donc c'est une adresse fixe. Donc, le contexte et le programme TI, je l'ai déchargé. Et je l'ai sauvegardé quelque part. Pourquoi je l'ai déchargé? Je l'ai déchargé pour permettre de lancer un programme de reconnaissance de l'interruption. Le processeur, il n'est pas censé savoir à chaque fois qui a demandé interruption et quelle est la cause de l'interruption. Donc, il doit charger un programme de reconnaissance de l'interruption. D'accord? Donc, c'est une routine qui va chercher la cause de l'interruption. Je connais demandeur d'interruption. Ou allez, je demande d'interruption. Je suis à la cause. Je suis le motif. D'accord? Donc, le programme, comme c'est un programme, donc il est exécuté au niveau du processeur. Donc, voilà pourquoi j'ai déchargé le contexte du programme qui était en exécution. Et qu'est-ce que je vais faire? L'étape 4, je vais charger dans le processeur le contexte du programme de reconnaissance de l'interruption. Donc, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la cause. Je connais dans la demande d'interruption.
Est-ce que c'est l'imprimante? Est-ce que c'est le clavier? Est-ce que c'est l'écran? Est-ce que c'est le disque? Donc, il est en train de chercher. D'accord? Quand il trouve la cause, donc, un tableau, bon, la partie, on va la revoir avec plus de détails. Il y a un tableau, d'accord? Et il va rechercher les bits 1. Donc, à chaque fois, il vérifie qu'il a le bit 1, ça veut dire que c'est le composant qui a demandé l'interruption. Donc, il a détecté la cause de l'interruption. S'il a détecté la cause de l'interruption, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher la routine d'interruption. Donc, la routine d'interruption, c'est là. C'est l'étape 5, à deux moments. Donc, il lance le programme d'interruption, la routine d'interruption, qui va être exécutée. Quand on termine la routine d'interruption, qu'est-ce qu'on fait? On restaure le contexte du programme qui a été initialement interrompu. J'avais un programme, tout à l'heure, qui était en exécution, je l'ai interrompu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois le récupérer. Le traitement de la routine, je l'ai terminé. Donc, je dois restaurer le contexte du programme. Donc, on prend l'étape 6. Donc, l'étape 6, c'est la restauration du contexte. Le contexte, c'est le programme qui a été sauvegardé dans une zone de sauvegarde. Le processeur. Et donc, si je restaure le contexte au niveau du processeur, ça veut dire que le programme, dans l'étape 7, le programme, il va reprendre son exécution à l'endroit ou à l'emplacement où il a été interrompu. Voilà donc le schéma détaillé d'un programme d'interruption. Voilà ce qui se passe quand on reçoit un signal d'interruption. Donc, ça c'est une explication, le slide HADA, c'est une explication donc, du schéma. Donc, lors d'une interruption de cause K, le processeur, il effectue dès la fin de l'instruction en cours les actions suivantes. Donc, nous avons l'instruction qui était en cours, ce qu'on appelle le point observable, on va exécuter les instructions suivantes. On sauvegarde la valeur du compteur et le mode d'exécution du programme interrompu dans une pile, bien dans un espace mémoire particulier. On change le mode d'exécution. Voilà, on change le mode d'exécution parce que le mode d'exécution, il doit être associé à la routine d'interruption, le programme système. On va placer dans le compteur ordinal l'adresse, la première instruction de la routine associée à l'interruption de cause K. On fait donc tout ce qui est sauvegarde de l'ancien contexte, chargement donc du nouveau contexte et tout ce qui s'ensuit. Et on lance l'exécution de la routine. On lance l'exécution de la routine d'interruption. Quand on lance l'exécution de la routine d'interruption, on restaure le contexte et le programme qui a été interrompu. Voilà, c'est-à-dire ce qui se passe quand on reçoit. C'est le schéma, je dirais, c'est le schéma classique du traitement d'une interruption. Je baisse le programme en cours, je sauvegarde son contexte, je charge un programme de détection de la cause de l'interruption. Quitte la cause d'interruption, j'exécute la routine d'interruption. Quand je la routine, je reviens vers le programme interrompu. Donc, l'algorithme de déroulement, donc terminer toujours, pour résumer un petit peu ces différentes étapes, je termine l'instruction en cours, je teste l'existence d'une demande d'interruption. Si on trouve qu'il y a une demande d'interruption, je sauvegarde le contexte du processeur. Alors, j'interdis les interruptions de niveau moins élevé. Quand on va parler de la gestion des interruptions, c'est-à-dire comment est traitée l'interruption d'une interruption. Le cas des interruptions imbriquées. D'accord? On va le voir par la suite avec plus de détails. J'accède à la routine d'interruption, j'exécute la routine et je restaure le contexte du processeur. Ça, c'est dans le cas où j'ai une interruption. Si je n'ai pas d'interruption, je continue l'exécution de mon programme. D'accord? Donc, c'est les étapes de traitement. Alors, cette phase, la phase de l'accès à la routine d'interruption et exécuter la routine d'interruption, on parle de la phase d'identification de la source d'interruption. Je mets à identification de la source d'interruption. Maintenant, on est en train de chercher la cause de l'interruption. Si vous vous rappelez tout à l'heure au schéma, le schéma, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on a un programme de détection. Il y a un programme qui permet de rechercher le composant qui a demandé interruption. Donc, dès qu'il le trouve, il récupère sa routine et il lance l'exécution de la routine d'interruption. Donc, bon, je pense, avant d'entamer les types d'interruption, donc je vais m'arrêter là pour cette première séance.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions concernant donc, la partie qui a été faite. C'est bon, il n'y a pas de questions. Ok. Donc, bon, on fait une petite pause et on reprend à 9h40. Hein. Donc, on fait une deuxième séance pour terminer ce qui reste du chapitre. Ok. Donc, on se voit à 9h40.